Bienvenue à un autre webinaire de Edkinis. Selon l'endroit où vous êtes, bon après-midi et bonsoir. Je participe au programme européen Edkinis en tant qu'expert en matière de surveillance et de défense des droits de l'homme. Edkinis est un programme relativement nouveau et innovant destiné aux ONG, organisations non gouvernementales, travaillant en Turquie. Edkinis soutient les ONG qui vérifient si la Turquie respecte bien ses obligations en matière des droits de l'homme. Edkinis aide les ONG à utiliser les mécanismes internationaux en matière de surveillance des droits de l'homme, principalement ceux des Nations Unies, du Conseil Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Je ne suis pas le seul d'Edkinis ici. Nous sommes toute une équipe. Aujourd'hui, ici, nos experts en communication Pınar et Ferhat sont aussi présents. Et avec nos interprètes français-turcs, Yaman et Ezgi, et nos interprètes en langue des signes, Pelin, ici aussi. Les ONG turques auront bientôt la chance d'envoyer directement au Comité des droits de l'enfant leur rapport sur la situation des enfants en Turquie et d'engager un dialogue direct avec lui sur les violations des droits de l'enfant en Turquie aussi. Pour cette raison, nous allons parler aujourd'hui du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, de ce qu'il fait, de l'importance pour les ONG à transmettre des rapports au comité et de l'impact de ce rapport. Pour parler de cela, nous avons un champion des droits de l'enfant qui a consacré sa vie aux droits et au bien-être des enfants du monde entier. J'ai le plaisir de vous présenter M. Benoît Van Kirchbell. Benoît a une formation de travailleur social et un droit de l'enfant. Il est directeur de défense des enfants internationale, DEI, pour la Belgique et ancien président du comité exécutif international de DEI. Il est l'un des fondateurs du Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant, CIDE, qui organise des formations académiques et réalise des recherches dans le domaine des droits de l'enfant. Il est rédacteur en chef du journal du droit des jeunes Belgique et membre du comité d'accompagnement de l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté. Plus récemment, il a été élu membre du comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Merci Benoît d'avoir accepté de prendre parole lors de notre webinaire. Sans plus attendre, je donne la parole à Benoît. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez correctement et merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction à ce webinaire. Je vais directement partager mon écran, si vous permettez, comme ça je vais pouvoir vous présenter vous montrer la présentation que j'ai préparée. Voilà. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir cette chance de pouvoir échanger avec vous sur le rôle de la société civile dans le monitoring de la Convention des droits de l'enfant. Peut-être avant toute chose, je voudrais préciser qu'effectivement, j'ai été élu membre du comité des Nations Unies des droits de l'enfant, qui est le comité qui assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau international. Mais mon mandat va commencer le 1er mars qui vient. Et donc, pour le moment, je m'exprime à titre personnel et évidemment, tout ce que je dis n'engage personne d'autre que moi et certainement pas le comité. Je pense que c'était important de le préciser.
Alors, dans la mesure où je ne vous vois pas sur l'écran, donc n'hésitez pas à m'interrompre à un moment donné si des choses ne sont pas claires. Il y aura une première présentation que je vais vous faire maintenant et puis un moment qui sera consacré aux questions et réponses. Si à un moment donné je vais trop vite pour l'interprétation, n'hésitez pas aussi à me faire signe pour me dire, me demander de ralentir, bien que j'essaye d'adapter mon intervention au fait qu'il y a de la traduction. Donc voilà, sans plus attendre, je me propose de commencer ma présentation. J'ai compris qu'effectivement, la Turquie est dans le processus actuel de révision de la situation des droits de l'enfant en Turquie, donc le processus de monitoring auprès des Nations Unies et du Comité des droits de l'enfant. Cela signifie que l'État turc a déjà rédigé un rapport national qui a été envoyé au Comité des droits de l'enfant et que pour le moment, on en est au rôle des ONG et à l'intervention des ONG dans ce contexte-là. Alors, mon intervention va se faire en trois temps. Un premier temps, je me permettrai de rappeler un petit peu ce qu'est la Convention des droits de l'enfant, son contenu. Je me limiterai à 10 messages clés, mais ne sachant pas bien si tous les participants ont une connaissance suffisante de la Convention, je pense que c'est utile en termes de rappel. Ensuite, je vous préciserai un petit peu comment fonctionne le système de rapportage au sein des Nations Unies et plus particulièrement du Comité des droits de l'enfant. Et dans un troisième temps, je vous présenterai plutôt des questions stratégiques, comment la société civile peut utiliser le processus de rapportage d'une façon stratégique. J'espère que ce programme vous convient. Alors, premier élément, quels sont les 10 messages clés de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que j'aimerais que chacun retienne à l'issue de cette présentation et que chacun ait en tête ces messages clés. Premier élément qui me paraît fondamental, on sait qu'un enfant est défini par la Convention comme toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Et donc, en dessous de 18 ans, on est un enfant, on est concerné par la Convention des droits de l'enfant et on peut bénéficier de la protection qui est prévue par cette norme internationale. Et cette convention s'applique sans discrimination. Quelle que soit la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, toute autre situation, les droits sont garantis à tous les enfants. Que l'on soit en séjour régulier ou irrégulier, il y a des droits fondamentaux qui sont, on le dit, inaliénables, que l'on ne peut pas supprimer. Évidemment, un enfant de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans ou de 17 ans n'a pas les mêmes besoins, il n'a pas la même capacité personnelle et donc, bien entendu, chacun doit adapter sa situation à l'âge et au contexte de vie et de développement de l'enfant. Deuxième élément, la Convention des droits de l'enfant est un texte juridique international contraignant. Ce n'est pas un texte de bonne volonté, une déclaration que l'on respecte quand on en a envie, c'est un texte contraignant. Alors, évidemment, dans chacun des pays, la force contraignante peut être un petit peu différente selon le contexte juridique du pays, mais les pays ont ratifié la Convention, ce n'est pas seulement signé, c'est ratifié. Ça veut dire que c'est un texte qui est inscrit dans l'ordre juridique national et que les États se sont engagés à respecter ce texte et son contenu. D'où l'importance de pouvoir s'assurer que l'engagement de l'État est mis en œuvre. Actuellement, il y a 196 États partis, en ce compris le Soudan du Sud, la Somalie, la Palestine. Ce sont les États qui ont ratifié la Convention en dernier lieu.
Et comme vous le savez peut-être, un seul État n'a pas ratifié la Convention, c'est les États-Unis. On pourrait discuter longtemps des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait, mais paradoxalement, les États-Unis ont quand même ratifié les 2 protocoles optionnels à la Convention sur les enfants dans les conflits armés et sur la vente et la prostitution des enfants. Et donc, ils sont malgré tout soumis à un certain contrôle des droits de l'enfant dans le pays. Troisième élément qui me paraît vraiment fondamental, c'est cette notion clé d'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe doit être respecté et pris en compte dans toute décision qui concerne les enfants. Cela signifie que les États se sont engagés à assurer la protection et les soins nécessaires, qu'il faut analyser et vérifier le fonctionnement des institutions, des services et des établissements d'une façon à ce qu'ils soient adaptés et conformes à ce principe d'intérêt supérieur, et que les autorités, qu'elles soient administratives, sociales, judiciaires, doivent respecter l'intérêt supérieur de l'enfant dans leurs décisions. Alors, on sait que c'est une notion qui est souvent compliquée à comprendre et à interpréter. Retenons simplement que c'est un élément qui doit guider la décision et qui doit veiller à faire en sorte que les droits des enfants soient respectés, mais c'est aussi un élément qui permet de faire la balance quand il y a 2 droits qui rentrent en contradiction. Je prends l'exemple d'un enfant qui est maltraité dans sa famille. Il a le droit d'un côté d'être protégé contre toute forme de maltraitance, et il a le droit d'un autre côté de rester et de bénéficier de la protection de sa famille. Et donc, si une autorité administrative veut se poser la question de savoir s'il faut retirer l'enfant de sa famille, on porte atteinte au droit au respect de la vie familiale, mais on fait prévaloir le droit à la protection contre la maltraitance. Et l'intérêt supérieur de l'enfant va nous permettre de déterminer, dans un cas particulier, quel est le droit qui pèse le plus lourd. Quatrième élément qui est clé, c'est que la Convention des droits de l'enfant contient à peu près tous les droits reconnus aux enfants. La Convention et ses protocoles additionnels. Donc, elle concerne non seulement des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits de participation et de citoyenneté, des droits de protection. Donc, comme on peut le voir, la gamme des droits qui sont couverts par la Convention est extrêmement large. Bien entendu, la société évolue et il y a des questions nouvelles qui se posent et qu'il faut analyser au regard des droits qui sont garantis. Je prendrai un exemple. Actuellement, le comité vient d'adopter un commentaire général sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Bien entendu, c'était une question qui ne se posait pas ou pas de la même manière il y a 30 ans quand la Convention a été adoptée. Quatrième élément, la Convention des droits de l'enfant reconnaît évidemment à l'enfant le droit d'être protégé contre des abus, des mauvais traitements, de la violence, de la négligence, mais dans toute une série d'autres contextes aussi. Et je rappelle à cet égard-là l'importance de protéger l'enfant, y compris contre des formes de violence qui sont exercées pour des buts soi-disant éducatifs, notamment la question de la violence dans la famille, qui est utilisée parfois par des parents qui pensent qu'on éduque un enfant en exerçant de la violence sur lui. Eh bien, la Convention combat ce type d'approche et préconise une approche non violente. C'est important de le rappeler. Sixième élément, la Convention pointe et rappelle l'importance de reconnaître à l'enfant le droit à la vie, à la survie et au développement.
Évidemment, il n'y aurait aucun autre droit qui est applicable s'il n'y a pas le droit premier à la vie. Et la vie, c'est aussi la chance de pouvoir vivre sa vie d'enfant, de grandir, d'être reconnu comme étant un stade de son développement et de pouvoir être protégé dès la naissance pour pouvoir se développer convenablement. C'est évidemment important. Septième message important, c'est que, et ça c'était, et ça reste encore un peu révolutionnaire dans le contexte de la reconnaissance des droits, c'est que la Convention reconnaît le droit à l'enfant à la participation. Il a le droit d'exprimer son avis, son point de vue sur toutes les questions qui le concernent. Ses opinions doivent être prises en considération en tenant compte de son âge et son degré de maturité, et il doit notamment être entendu dans toutes les procédures administratives ou judiciaires qui le concernent. Donc on a là un droit à l'expression et à la participation qui est vraiment très important, que ce soit dans une procédure de divorce où l'enfant doit pouvoir être entendu pour que le juge appuie sa décision sur le point de vue de l'enfant, mais aussi dans le contexte de vie, dans le quartier, à l'école, dans la société, que l'enfant ait la possibilité de pouvoir participer activement comme citoyen en développement, mais comme citoyen ayant des droits. Huitièmement, et je le rappelle toujours parce que certains ont tendance à dire qu'il y a les droits de l'enfant d'un côté et les droits de la famille et des parents de l'autre, c'est absolument inexact. La Convention des droits de l'enfant accorde une très grande importance au rôle des parents et à la famille. La famille est considérée comme le milieu naturel de vie pour les enfants et les enfants ont la possibilité de pouvoir grandir dans ce milieu-là et se développer. Le préambule de la Convention est très très clair par rapport à ça et on considère que la cellule familiale, c'est le premier lieu où l'enfant va être protégé, défendu et accompagné. Et donc de la même façon, il ne s'agit pas d'opposer les droits de l'enfant aux droits des parents. Les parents ont une responsabilité, doivent éduquer leur enfant, et éduquer l'enfant veut parfois dire mettre des limites et pouvoir prendre des décisions concernant l'enfant, mais les parents doivent avoir en tête l'intérêt de l'enfant au moment où ils prennent ces décisions. Ça doit être également leur guide principal. Et puis, dernier élément, c'est que, évidemment, la Convention s'adresse d'abord aux États. Ce sont les États qui la ratifient. C'est eux qui sont responsables de la mise en œuvre concrète de la Convention et c'est eux qui font l'objet d'un contrôle international. Mais la responsabilité de la mise en œuvre des droits de l'enfant est une responsabilité qui est collective et qui est partagée. Elle repose sur les institutions, elle repose sur la famille, elle repose sur la société civile, sur l'école, sur la justice, et donc sur un nombre très important d'acteurs, d'où l'importance d'informer, de former, de soutenir et d'accompagner tous ces acteurs pour la mise en œuvre de la Convention et la réalisation des droits. Voilà, c'est les messages clés que je vous suggère de retenir. N'hésitez pas à aller lire la Convention pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Il existe des versions simplifiées qui sont très accessibles et largement diffusées, notamment l'UNICEF a rédigé des versions simplifiées qui sont largement diffusées. Et chaque fois, vous posez la question de savoir, dans un cas particulier, mais qu'est-ce que la Convention dit que les acteurs de terrain doivent respecter et mettre en œuvre. Ça me paraît important à rappeler. Donc, on demande à personne de la connaître par cœur et de pouvoir... Allô? J'entendais une intervention. Bon. On ne demande à personne de connaître la Convention par cœur, mais de l'utiliser comme référence et comme guide.
Alors, on a la Convention qui a été adoptée par les Nations Unies, par l'Assemblée générale, et qui a été ratifiée par les États. Se pose la question maintenant de comment cette Convention est contrôlée et elle est mise en œuvre. Elle est contrôlée par un organe qui a été créé par la Convention elle-même, le Comité des droits de l'enfant. Alors, ce Comité des droits de l'enfant, il est composé de 18 experts internationaux indépendants. Ces experts sont proposés par les États membres. Donc, chaque État membre peut à un moment donné proposer un expert pour qu'il devienne membre du comité. Ils sont élus par les États parties. Donc, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, tous les 2 ans, il y a des élections pour renouveler la moitié du comité. Et c'est un mandat qui a une durée de 4 ans et qui est renouvelable. Ce comité siège à Genève. Ce n'est pas une fonction permanente, mais comme tous les experts indépendants des Nations unies, c'est une fonction qui est non rémunérée et qui est temporaire. Et donc pendant 3 mois par an, 3 fois un mois par an, le comité, en temps normal, évidemment pour le moment c'est plus compliqué, mais en temps normal, siège à Genève et exerce l'ensemble de ses missions. Alors quelles sont ces missions? Premièrement, il analyse les rapports des États. Les États ont l'obligation de déposer un rapport 2 ans après la ratification et puis tous les 5 ans pour expliquer comment ils mettent en œuvre la Convention. On va y revenir dans un instant. Et la Turquie a déposé son dernier rapport il y a quelque temps. Ensuite, sur la base de ces rapports, le comité formule des recommandations. Quelles sont les orientations et les suggestions qu'il formule par rapport aux États pour mieux mettre en œuvre la Convention des droits de l'enfant. Il rédige également des commentaires généraux. Les commentaires généraux sont des textes que le comité utilise pour expliquer et préciser le contenu de la Convention. On a un commentaire général sur le droit à l'éducation, sur les enfants vivant en situation de rue, sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur la participation, sur l'enfant et la justice, et donc, comme je l'ai dit récemment, sur l'enfant dans le monde numérique. Il y a actuellement 24 commentaires généraux qui ont été adoptés, en fait 25, puisqu'il y en a un qui vient d'être adopté maintenant. Le comité peut aussi recevoir des communications individuelles. Des communications individuelles, ce sont des recours qui sont introduits par des enfants eux-mêmes, des recours individuels, parce qu'ils pensent que leurs droits n'ont pas été correctement respectés. Et donc, c'est vraiment un recours individuel qui peut être exercé par un enfant, mais pour ça, il faut que l'État ait ratifié le 3e protocole à la Convention. C'est un protocole qui prévoit justement ce mécanisme de recours individuel. Dans ce même protocole, le comité peut aussi mettre en œuvre des enquêtes, faire des enquêtes au niveau national, s'il a des informations et des indications qui lui montrent qu'il y a une violation grave ou systématique des droits de l'enfant dans le pays. C'est une possibilité qui a été notamment mise en œuvre il y a quelque temps par rapport au Chili. Les informations que le comité avait récoltées montraient qu'au Chili, il y a une violation grave et systématique des droits des enfants dans les institutions. Beaucoup d'enfants avaient fait l'objet de mauvais traitements dans des institutions d'hébergement. Un nombre important d'enfants sont décédés suite à ces mauvais traitements. Et donc, le comité a mené une enquête et a demandé une révision complète du système
de protection de l'enfance au Chili. Et cette modification et amélioration de la situation est en cours actuellement. Donc on voit que le comité a eu un rôle déterminant pour les enfants vivant en institution au Chili. Et dernier élément, le comité organise des journées de débat général tous les 2 ans sur une thématique particulière. Et cette année-ci, cette journée aura lieu au mois de septembre sur la question des enfants privés de milieu familial et les droits de l'enfant dans ce contexte-là. Alors, je vois qu'il y a plusieurs messages qui sont formulés dans le chat. Comme ils sont en turc, je ne sais pas exactement ce qu'ils précisent. Si jamais il y a des questions, elles me le seront résumées par la suite et je tenterai d'y répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, je reviendrai à un moment de questions-réponses par la suite. Alors, je vais maintenant m'attarder à la question, aux procédures de rapportage. Donc, ce mécanisme principal de contrôle de la mise en œuvre de la Convention au niveau national repose donc sur un processus de rapportage. Ce processus se déroule en plusieurs étapes. On parle d'un cycle de rapportage parce que quand on arrive à la dernière étape, on revient finalement à la première. Cette procédure, actuellement, je vais décrire la procédure standard parce qu'il existe une procédure qui est simplifiée où on remplace le rapport initial par une liste de questions, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que la Turquie s'est inscrite dans la procédure de rapportage standard. Cette procédure commence par la rédaction par l'État, par le gouvernement, d'un rapport qui décrit comment l'État met en œuvre les obligations en matière de droits de l'enfant. Tous les droits sont abordés, les législations, les pratiques, les statistiques doivent être fournies. Donc, toutes les indications et les informations relatives à la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant doivent figurer dans ce rapport national qui est envoyé en principe tous les 5 ans aux Nations Unies. Une fois que ce rapport a été envoyé, il est enregistré aux Nations Unies et il est rendu public. Et donc les ONG, la société civile y ont accès. Je rappelle que c'est un élément important que ce rapport soit public. Donc l'État s'engage publiquement par rapport au respect des droits de l'enfant, donc il doit rendre des comptes. Dans mon expérience, la première fois que la Belgique est passée au comité des droits de l'enfant, l'État belge avait refusé de communiquer leur premier rapport à la société civile. On a été contacter le comité des droits de l'enfant et son secrétariat et on a obtenu une copie du rapport. Et je me souviens que le gouvernement n'était pas très content à cette époque-là parce qu'il trouvait que ça devait être confidentiel. Il n'avait pas encore bien compris le système. Une fois que la société civile reçoit ce rapport de l'État, l'objectif, c'est de l'analyser, de voir s'il est complet, s'il correspond à la réalité, s'il n'oriente pas de manière inadéquate les informations, s'il ne travestit pas la réalité. Et les ONG, la société civile, mais d'autres acteurs peuvent alors à ce moment-là rédiger ce qu'on appelle un rapport alternatif. Un rapport qui parle de la société civile et qui regarde de manière critique comment l'État remplit ses obligations. Cela peut être de critiquer la législation, de critiquer l'application de la législation, de constater qu'il y a un certain nombre d'indicateurs inquiétants, par exemple le taux de pauvreté, par exemple le taux de scolarité, le nombre d'enfants qui sont en détention, le nombre d'enfants qui sont privés de leur milieu familial. Toutes ces questions-là doivent être mises en lumière dans un rapport qui est limité en termes de taille. Et donc, là, c'est vraiment important de garder en tête, mais on y reviendra, le fait qu'il faut aller à l'essentiel.
je pense qu'il y a moyen d'écrire des thèses de doctorat sur la Convention des droits de l'enfant dans chacun des pays. Mais si vous envoyez un document de 500 pages ou de 1000 pages, sachez qu'il ne sera pas lu complètement parce que la quantité d'informations est beaucoup trop importante, d'où l'importance de pointer ce qui est urgent et important. À ce stade-là, les enfants eux-mêmes peuvent soumettre des informations au comité par le biais d'un rapport qu'ils ont rédigé eux, avec l'aide de la société civile, par le biais d'une vidéo ou même d'autres moyens éventuellement. Deuxième étape, donc les rapports alternatifs. Ce rapport alternatif peut être public ou confidentiel. Si l'ONG ou la société civile se sent suffisamment à l'aise pour que les critiques qui sont formulées soient des critiques publiques, c'est encore mieux. Mais si dans un pays, les autorités risquent de mettre en place des représailles contre les auteurs de ce rapport ou contre ceux qui critiquent la politique gouvernementale, eh bien, sachez qu'il est possible de déposer un rapport qui sera confidentiel, qui ne sera pas rendu public pour tous les acteurs. Et donc, c'est une protection finalement des défenseurs des droits de l'enfant qui est mise en œuvre. Troisième étape, la procédure, l'état de la précession, c'est-à-dire un moment où le rapport de l'État va être déjà analysé par le comité dans une première étape et les rapports alternatifs vont être mis sur la table du comité. Le comité va entendre les ONG et la société civile lors d'une réunion confidentielle pour recueillir un maximum d'informations et se faire une idée plus précise de comment l'État respecte la Convention. Dans ce contexte-là, les enfants peuvent également rencontrer le comité ou être entendus par le comité. Quatrième étape, la liste des questions. Le comité, avec l'analyse qu'il a faite, va demander à l'État de fournir d'autres questions, d'autres informations qui manquent, des statistiques, des clarifications, ou parfois de mettre à jour les informations parce qu'il peut se passer un certain temps entre le moment où le rapport a été rédigé et le moment où le comité en prend connaissance. Cette liste de questions est un document public qui est rédigé dans une des langues du comité, et donc il est parfois nécessaire de le traduire, et la société civile peut commenter ce document. Cinquième étape, c'est la liste de questions, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais plus revenir là-dessus. Sixième étape, c'est la réponse aux questions. Donc le gouvernement est prié à ce moment-là de répondre aux questions qui ont été formulées par le comité et renvoyer ces questions dans un certain délai au comité qui va en prendre connaissance. Ensuite, le comité peut encore récolter des informations complémentaires. Donc, bien souvent, il y a des rapports qui viennent des agences des Nations Unies, de l'Institut national des droits humains ou des droits de l'enfant, de l'Ombudsman national. Donc, il peut récolter d'autres informations pour mettre à jour toutes ces informations et statuer sur une vision complète de la situation. Et c'est à ce moment-là que vient la session en tant que telle. C'est le moment où l'État va être entendu par le comité. Donc, il va former une délégation. Parfois, c'est des fonctionnaires. Parfois, elle est même présidée par un ministre. Ou parfois, c'est l'ambassadeur du pays à Genève qui préside la délégation. La délégation va présenter les grandes lignes de son rapport et va ensuite répondre aux questions que le comité se pose dans le cadre de ce qu'on appelle un dialogue interactif. Sachez que cette session est diffusée en ligne et donc on peut aller sur place évidemment, mais on peut aussi en prendre connaissance directement sur le web et suivre à distance. On n'est pas obligé de voyager pour en prendre connaissance.
Ensuite, nous avons les observations finales, donc c'est les recommandations que le comité formule par rapport à l'État. Il va faire état de ses inquiétudes et des mesures urgentes qui doivent être prises, de ses préoccupations et de ses recommandations. Et l'État va être prié alors à ce moment-là de respecter ces recommandations. Et ensuite, c'est là qu'il faut, je dirais, assurer un suivi des recommandations. Il ne suffit pas évidemment que le comité formule des recommandations, il faut ensuite s'assurer que ces recommandations soient suivies d'effets et que le gouvernement se mette à la tâche et veille à faire en sorte que ce que le comité recommande soit concrètement mis en œuvre. Donc voilà la procédure de rapportage en différentes étapes. Et donc à ce stade-ci, pour la Turquie, on est au stade du rapport alternatif que la société civile est en train de rédiger et formule pour informer le comité. Et donc maintenant, dans ma dernière partie de mon intervention, je vais vous expliquer en quelques mots quelques idées qui me paraissent fondamentales pour utiliser ce mécanisme de manière stratégique. D'abord, au stade de l'élaboration du rapport de l'État, pour vous, là, c'est une étape qui est passée, mais les ONG ont un rôle important pour veiller à ce que l'État rédige un rapport à temps, pour plaider pour un processus consultatif au niveau national, pour favoriser la participation des enfants et pour que le rapport de l'État soit un rapport qui soit critique à partir du moment où, si c'est un rapport qui est uniquement descriptif, il n'est malheureusement pas très utile. Ensuite, il s'agit de communiquer sur le processus de rapportage et diffuser le rapport dans la société civile pour que ça ne soit pas uniquement un processus qui repose sur les États et la société civile. Alors, au stade de l'élaboration du rapport alternatif, c'est là que l'on est et c'est là que je vais accorder quelques minutes parce que ça me paraît important à ce stade-ci. Alors, il faut pouvoir programmer ce processus de rédaction du rapport alternatif à temps parce que c'est un processus qui prend du temps. Il faut favoriser un processus participatif. De nombreux acteurs ont des choses à dire sur comment les droits de l'enfant sont mis en œuvre dans le pays et il faut pouvoir les consulter. Moi, je pense aux enseignants, je pense aux éducateurs, je pense aux travailleurs sociaux, aux personnes qui travaillent dans des institutions d'hébergement, qui travaillent avec des enfants migrants, avec des enfants qui sont hospitalisés, sur la question de l'accès à la santé. Donc, on a un nombre d'acteurs gigantesques, très importants, qui devraient être consultés et pour pouvoir recueillir leur point de vue et s'assurer que le rapport alternatif repose véritablement sur la vision que les acteurs de terrain en ont. Il faut, je pense aussi, innover dans la manière de pouvoir faire cette consultation, comment impliquer les différents acteurs, comment consulter. Pour prendre un exemple, au niveau belge, ce qu'on a fait pour un rapport précédent, on a organisé une large consultation publique, on a organisé une série d'ateliers pendant 2 jours où on a invité à peu près tous les acteurs qui avaient un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la Convention et par des ateliers participatifs, on a recueilli leur point de vue, on a écouté ce qu'ils avaient à dire et écouté leurs recommandations et on a pu synthétiser tout ça dans le rapport alternatif. Très important aussi de définir des priorités, d'identifier quels sont les principaux changements attendus. Je suis certain que la plupart d'entre vous travaillent et essayent de développer un plaidoyer, font des recommandations sur le terrain. Vous serez beaucoup plus fort si ce que vous dites chaque jour, le comité le dit lui-même. Et vous pourrez alors à ce moment-là dire au gouvernement, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire, regardez, le comité des droits de l'enfant des Nations Unies recommande à la Turquie de procéder à tel ou tel changement.
et donc ça vous renforce dans votre capacité de mettre correctement en œuvre les droits de l'enfant au niveau national. Ensuite, il faut impliquer largement les enfants. La Convention le prévoit, et donc il est important que la société civile s'inscrive dans cette démarche de participation des enfants. Il faut penser à toutes les catégories d'enfants, et notamment les enfants vulnérables. On a tendance à les oublier. On a tendance à consulter principalement les enfants qui sont visibles, qui ont déjà des capacités de s'exprimer, de participer largement, mais on oublie les enfants qui sont en détention, qui vivent dans la pauvreté, qui font face à des difficultés sociales, familiales importantes, dont les parents sont en prison. Tous ces enfants qui n'ont généralement pas droit au chapitre, eh bien, il est vraiment important d'essayer de les impliquer dans ce processus-là pour qu'on n'oublie aucun enfant. Ensuite, il s'agit de diffuser largement le rapport alternatif au niveau national. Votre rapport est un outil de plaidoyer. Envoyez-le aux parlementaires, envoyez-le à la presse, discutez-en, organisez des réunions, des consultations, et alors, si c'est possible, rédigez une version qui est adaptée aux enfants. Votre rapport, il est compliqué pour être compris par des enfants. Eh bien, faites-en une version adaptée, demandez à un dessinateur de faire une bande dessinée à propos de ce rapport, faites des petits messages facilement compréhensibles pour les enfants. C'est comme ça que vous allez leur permettre de mieux participer, mieux comprendre les propositions que vous formulez. Ensuite, lors de la pré-session qui va arriver, normalement celle-ci aura lieu au mois de juin pour ce qui vous concerne. On verra un petit peu les conditions sanitaires, si elle aura lieu à distance ou si vous pouvez aller sur place. Ce qui est important, c'est respecter la confidentialité de la pré-session. C'est une réunion qui a lieu à huis clos et qui implique que l'on puisse être entendu sans que ce que vous dites n'arrive sur la place publique pour que tous les acteurs qui ont quelque chose à dire puissent véritablement être entendus. Il faudrait que la délégation d'ONG qui va être entendue soit une délégation représentative et qui comporte des acteurs qui ont une expertise variée. Il ne faut pas que des juristes, pas que des avocats, pas que des médecins, il faut avoir une large variété d'acteurs. Le temps qui est consacré par le comité à la pré-session est très court. Vous allez sortir frustré de cet exercice, mais donc il faut que la parole et les interventions soient succinctes et que chacun ait la possibilité de prendre la parole. Et donc il est important qu'il y ait une coordination au sein des ONG pour qu'il y ait une répartition de la prise de parole. Nous, ce qu'on a fait au niveau des ONG belges, c'est qu'il y avait chaque fois un coordinateur de la délégation et ce coordinateur s'assurait que les questions que le comité posait soient adressées aux experts les plus compétents autour de la table et que chacun ait la possibilité de pouvoir prendre la parole dans un temps limité. Il est important aussi de se dire que c'est un moment où vous pouvez rencontrer les membres du comité de manière informelle. Ce ne sont pas des gens qui sont inaccessibles, qui sont dans leur tour d'ivoire. Au contraire, ils sont très forts à l'écoute, ils ont besoin d'avoir des informations qui reviennent du terrain. Et pour vous dire, chaque fois que j'ai participé à ce processus de rapportage, nous avons organisé une rencontre informelle et en général, parce que c'est plus convivial, on invite les membres du comité qui sont disponibles à manger ensemble un soir et avoir une réunion informelle pour que des informations puissent passer qui ne sont pas toujours faciles à faire passer de manière formelle. Il faut identifier aussi les priorités des différents membres du comité et essayer de faire en sorte que ces membres posent les bonnes questions aux États. Donc ce moment de la pré-session est un moment où il faut bien se préparer, il faut se dire que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire passer vos priorités. Ensuite vient le moment des questions-réponses écrites, et là, je crois que c'est important de savoir que vous avez encore la possibilité de proposer des questions. Une fois que la liste des questions a été diffusée, vous pouvez
la diffuser, vous pouvez la traduire et vous veillez à ce que l'État réponde complètement à toutes les questions. Et n'hésitez pas à envoyer vous-même des informations complémentaires. Ensuite, au moment de la session en tant que telle, là, les ONG n'ont plus la possibilité de pouvoir s'exprimer en tant que telles, mais c'est important d'être sur place et donc, si possible, d'envoyer une délégation sur place. Et dans ce contexte-là, de faire en sorte que vous ayez encore des possibilités d'échange avec les membres du comité et de communication informelle. Vous pouvez noter les questions et les réponses. Vous pouvez, dans le pays, organiser un visionnage de la session et pouvoir également impliquer les enfants dans ce visionnage de la session. Et puis communiquer publiquement sur la session et la manière dont l'État a répondu. C'est un moment important aussi au niveau du plaidoyer. Et puis, on en arrive aux observations finales et au suivi. Là, votre rôle est déterminant aussi. Quand vous recevez les observations finales, vous allez analyser les observations qui ont été faites et la qualité des recommandations. Vous allez pouvoir diffuser. Il faudra les traduire parce qu'elles seront en français, anglais et espagnol, mais les traduire dans la langue nationale, les diffuser largement vers la société civile, la presse et différents acteurs. Essayez d'identifier qui doit faire quoi pour le suivi. Si vous avez une recommandation qui concerne les enfants qui sont détenus, vous allez identifier quels sont les acteurs qui doivent agir et dans quel sens ils doivent agir. Faites un plan d'action. En associant très largement la société civile, les différents acteurs et des acteurs gouvernementaux pour qu'on n'oublie pas de mettre en œuvre les recommandations. Et une suggestion qui est faite, c'est une réunion tous les ans sur l'état d'avancement et les progrès qui ont été réalisés. Et si nécessaire, dans certains cas, certaines recommandations vont impliquer de faire appel à une expertise internationale si le comité vous propose, par exemple, de revoir l'accès à une éducation inclusive pour les enfants porteurs de handicap et que le gouvernement est un peu perdu, ne sait pas comment mettre cette recommandation en œuvre. Il existe des experts internationaux qui vont pouvoir aider le gouvernement à réaliser ces progrès. Donc voilà, vous pouvez agir à tous ces niveaux-là et c'est dans ce contexte-là que vous pouvez faire de ce processus de rapportage un moment clé pour vous et un moment clé pour votre plaidoyer. Mais avant tout, retenez ceci, c'est que c'est les enfants de votre pays qui vont vous remercier pour le travail que vous faites, à condition de pouvoir les impliquer, à condition de leur donner la parole et à condition qu'à la fin du processus, il y ait véritablement une avancée qui soit faite dans le respect de leurs droits. Voilà, je m'excuse, je crois que j'ai été fort long, mais je pense que c'était important de pouvoir partager tout ça. Et j'espère que, parce que je n'ai pas du tout de retour et d'impression sur ce qui a été, comment les choses ont été comprises et entendues de votre côté, mais j'espère que le message est bien passé. Je suis à l'écoute de vos questions, de vos interpellations et de vos suggestions aussi au niveau de comment améliorer et faire en sorte que la société civile puisse jouer un rôle déterminant dans ce processus. Merci Benoît, merci pour toutes ces précieuses informations. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Enfin, je vous remercie encore une fois Benoît pour votre participation, pour votre intervention. C'est vraiment les informations précieuses aussi. Et aussi, je vous souhaite toutes et à tous un excellent week-end. Et aussi, merci beaucoup à nos interprètes pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci aussi aux interprètes qui ont permis que ce dialogue puisse avoir lieu. Je souhaite bonne chance à tous les acteurs qui vont maintenant participer à ce processus de rapportage. Peut-être que je vais rencontrer certains d'entre vous
à la pré-session ou à la session plus tard. Et donc, n'hésitez pas à venir me trouver pour qu'on discute concrètement sur la situation en Turquie et que vous puissiez me partager votre expérience. Je compte bien pouvoir utiliser et relayer vos préoccupations dans ce contexte-là. Ce sera maintenant mon rôle dans les prochaines années. Et donc, j'espère pouvoir aussi m'appuyer sur une société civile extrêmement active, dynamique, engagée. C'est ensemble qu'on peut relever les défis et on doit vraiment travailler de manière conjointe par rapport à ça. Merci à Adem et toute l'équipe et toute son organisation d'avoir organisé ceci. Je pense que vous jouez un rôle très, très important aussi dans ce contexte-là. Et donc, je suis ravi d'avoir pu participer à cet exercice. Bon week-end à tout le monde. J'aurais été ravi de pouvoir passer ce moment avec vous. Merci. Bonne soirée, bon week-end à tout le monde. Bonne soirée, bon week-end.